Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler d'un sujet qu'on a en réalité déjà abordé, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin puisque nous allons parler aujourd'hui de pop culture. Alors comme je vous le disais, c'est un sujet que j'ai déjà traité sur la chaîne il y a quelques années. Si jamais vous aviez raté la vidéo à ce moment-là, allez la voir. Elle n'est pas suffisamment ancienne pour que j'ai la tête coupée, mais suffisamment pour que j'ai une lumière et un son encore plus dégueulasse que maintenant. Oui, c'est possible. Oui, oui, ça peut se faire. Le pire est toujours possible, hein, gardez-le en tête, ça peut toujours arriver. Bref, on avait introduit un petit peu la notion, l'idée de faire rentrer des éléments de pop culture dans notre pratique magique. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va revenir sur certaines notions, on va voir un petit peu pourquoi on peut avoir envie de faire ce genre de choses et comment le faire en pratique une fois qu'on a décidé de se lancer. Alors quand je parle pop culture, ici je parle évidemment de tout ce qui va concerner la culture populaire, c'est-à-dire les films, les séries, les livres, la musique, les animés, les mangas, les bandes dessinées. Bref, tout ce qu'on va pouvoir retrouver, j'en oublie très certainement, mais vous avez compris, c'est quelque chose qui nous inspire pour énormément d'aspects. La pop culture a aujourd'hui une importance très importante. Faut vraiment que je scripte mes vidéos, hein. Ce serait une bonne résolution 2028. Le jour où j'aurai suffisamment d'argent et d'abnégation pour m'acheter un prompteur. Bref, vous avez compris. Bref, on va essayer quand même de faire en sorte que ça ne semble pas complètement improvisé alors que ça l'est. Voilà. Bref, toutes ces choses dans notre vie qui nous entourent, qui font partie de nos loisirs et qui revêtent forcément une importance prépondérante dans le quotidien. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que dans la spiritualité que l'on retrouve des références et un hommage à la pop culture, on la retrouve aussi dans la cuisine. Je pense notamment aux œuvres qu'on retrouve qui nous proposent de cuisiner comme dans Le Seigneur des Anneaux, comme dans Harry Potter, comme dans etc. etc. Il y en a énormément de bouquins sur ce sujet-là. Je pense qu'un des pionniers dans le domaine, ça devait être Gastronogeek, il me semble, ou si c'était pas le premier, en tout cas, c'est un de ceux qui a popularisé le plus cette idée-là. On le retrouve dans la décoration d'intérieur, dans l'art de vivre, dans les mimes qu'on trouve sur Internet. Bref, notre pop culture, et en particulier celle de notre enfance, de notre jeunesse, qui est chère à notre cœur ou qui nous marque aujourd'hui, se fait la place dans le quotidien. Du coup, il est normal que ça se fasse aussi un petit peu de place dans notre spiritualité, puisque notre magie, elle est aussi dans le quotidien, absolument. On n'est pas sorcier ou sorcière comme ça de temps en temps, même si effectivement des fois on a cette petite dichotomie entre notre moi sorcier et notre moi profane, n'est-ce pas? On est bien obligé, sinon, bon, pas toujours très évident. Toujours est-il que c'est quand même un visage qu'on transporte plus ou moins visible avec nous en permanence. Du coup, bien souvent, si on s'intéresse à la sorcellerie, on va pas s'y intéresser que du point de vue de la pratique et des études. On va aussi s'y intéresser du côté des loisirs. Je pense que on va aller, soyons honnêtes 5 minutes. Je pense qu'il y a quand même une immense majorité d'entre vous qui sont là parce qu'ils ont ou elles ont découvert ce monde-là via la pop culture. Pourquoi pas les contes de fées quand vous étiez petit ou petite? Les séries télé, oui, on vous connaît la génération Charmed, je suis des vôtres. On se sait, nous savons de Marseille. Bref, vous avez cette petite chose-là. Nous savons très bien qu'il y a aussi les fans d'Harry Potter. Nous savons très bien qu'il y a les fans des séries qui viennent de débarquer, les remakes des anciennes séries comme Sabrina l'apprentie sorcière, donc les nouvelles aventures de Sabrina plus récemment. On a eu pas mal de séries. À une époque, les sorcières avaient énormément le vent en poupe. Dans les années 2000, il y en avait de partout. Je pense à Secret Circle, à Witches of East End. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'abominable remake de Charmed. Bref, on a eu plein de films. On peut penser à The Craft, Dangereuse Alliance, Practical Magic, Les Ensorceleuses, Les Sorcières d'Eastwick, chef-d'œuvre absolu. Bref, on a plein de choses. Hocus Pocus. On sait très bien que l'immense majorité d'entre nous, on y est venu comme ça. Voilà, c'est pas... Alors évidemment, c'est pas toujours prestigieux. Des fois, il y a un petit... Buffy, j'ai oublié Buffy. Oh, quelle horreur. Des fois, on a un petit... Quelle horreur que je l'ai oublié, hein, pas quelle horreur Buffy. Buffy est un chef-d'œuvre, ok? Si vous n'êtes pas d'accord, allez-vous-en, merci. Oui, je suis en République bananière ici, c'est mon avis, ok? Bref, donc vous avez compris.
Vous avez le droit de ne pas aimer Buffy, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut, là n'est pas la question. Toujours est-il que l'on l'assume parfaitement, que l'on l'assume, j'ai dormi 3 heures, tout s'explique, qu'on l'assume ou qu'on ne l'assume pas, le fait est là, la pop culture a quand même une grande importance dans notre entrée, voire dans notre évolution, voire dans notre amour de notre pratique magique. Et que celui ou celle qui n'a jamais vu une œuvre de pop culture dans laquelle figuraient des sorciers et des sorcières et en ait été inspiré dans sa pratique me jette le premier marron glacé. Voilà, pourquoi des marrons glacés, je ne sais pas. Pourquoi pas, après tout. Alors, devant cette constatation, généralement, on va avoir 2 réactions assez différentes. La première, ça va être l'admiration de la figure de la sorcellerie qui nous est présentée de manière assez idéalisée, très fantastique, très exagérée bien entendu, dans ces œuvres-là. Et souvent, c'est le sorcier et la sorcière qu'on aimerait être. C'est le modèle absolu auquel on a envie de ressembler. C'est la vie qu'on aimerait vivre. Oui, on s'est tous vus et toutes vues dans le manoir des Halliwell. On s'est tous et toutes vus dans la maison des ensorceleuses. D'ailleurs, alors j'espère que vous êtes assis, que vous avez à proximité une boisson chaude, un plaid, une couverture, quelqu'un contre qui vous blottir et sangloter, un chat ou un chien à câliner ou autre chose, un lézard, pourquoi pas. Cette maison n'existe pas. Voilà, c'est une façade creuse qui a été construite uniquement pour le film. Cette maison n'existe pas. Je comprendrai que vous vous désabonniez à la chaîne, mais ne tirez pas sur le messager. Je n'y suis pour rien et j'ai souffert, moi aussi, de cette information. Respectons une minute de silence pour cette maison qui n'existe pas. La maison d'Hallywood, en revanche, elle existe bien, mais elle est à Los Angeles et pas à San Francisco. Faites-en votre deuil. Bref, on s'en fiche, c'était pas la question. Mais toujours est-il qu'on s'est forcément vu, on s'est forcément projeté là-dedans, on s'est vu avec un énorme grimoire. Je ne vous cache pas que quand j'ai conçu Gros, si jamais vous ne savez pas qui est Gros, allez par là. Non, c'est pas grossophobe, c'est affectueux, je l'aime de toutes les fibres de mon être et j'aime qu'il soit gros, ok. Gros est inspiré du livre des ombres des sœurs Halliwell, on va pas se mentir ni se niaiser. Toujours est-il que, voilà, on a cette image à laquelle on a envie de ressembler, cette sorcière ou ce sorcier modèle d'Épinal. On a beau savoir que la sorcellerie, c'est pas ça. On a beau savoir que c'est beaucoup moins spectaculaire, visuellement parlant, que c'est beaucoup moins facile, beaucoup moins confortable, beaucoup plus profane aussi, qu'on fait pas de miracles, que la vie ne va pas changer du jour au lendemain, qu'on n'est pas des élus, qu'on n'a pas de pouvoir particulier, que n'importe qui peut devenir sorcier-sorcière. Il n'en reste pas moins que ça nous fait rêver. Ça stimule notre imagination, ça nous renvoie à nos rêves d'enfant, et ça nous permet de nourrir notre petite muse intérieure et de nous inspirer. Il y a aussi la réaction contraire, qui, elle, grince des dents et qui, finalement, découle un peu de la première. Que la sorcellerie, c'est pas ça, justement. Je pense que là aussi, jetez-moi tous et toutes le premier caramel au beurre salé qui vous tombera sous la main, sachant que je suis allergique au lactose, vous allez me faire beaucoup plus de dégâts avec un caramel au beurre salé qu'avec un caillou. Parce que vous allez me blesser ici et ici. Vous avez pas envie de me blesser, ok? Bref, jetez-moi des caramels. Si vous n'avez pas, au moins une fois, en regardant une œuvre de pop culture dans laquelle il y avait un rituel magique, râlé, parce que non, la sorcellerie, ce n'est pas ça. Non, personne ne va faire un sortilège de résurrection en traçant un pentagramme avec de la crème chantilly, c'est sûr. Personne ne va utiliser des épines de rose de cette façon-là, comme on le voit dans Charmed par exemple. On va pas utiliser un animal comme un oiseau pour représenter la terre. Oui, The Craft, on parle de toi. Bref, on le sait. Donc, quelquefois, on a des sentiments, des réactions un petit peu négatives par rapport à ça. Parce que, il y a des erreurs, il y a des préconçus, il y a des clichés, il y a des préjugés qui parfois nous font du tort dans les films, dans les séries, dans les animés, dans les bouquins. Et ça peut donner une image de la sorcellerie dont il est parfois bien difficile de se défaire
et qui peuvent nous embêter au quotidien parce que quand on va dire à quelqu'un qu'on s'intéresse à la sorcellerie, il va avoir ces images-là en tête puisque, eh bien, ce sont souvent les choses qui lui sont le plus facilement accessibles et donc les choses auxquelles il va penser en premier. Moi, récemment, par exemple, j'ai parlé de ce genre de choses à quelqu'un que je ne connaissais pas et qui m'a sorti des références bien pétées à Harry Potter. Fatigue et lassitude. Je suis pas une très grande fan d'Harry Potter, sans détester. J'ai bien aimé les livres jadis, avant que voilà. J'ai pas aimé les films, donc voilà, qu'on me compare à Harry Potter, ça a tendance à me crisper légèrement et à me donner des tics nerveux au niveau des paupières, un peu dans ce goût-là. Donc évidemment, on peut avoir aussi on a c'est finalement comment dire, cette bipolarité entre la fascination pour un personnage, pour un idéal, et l'agacement et la lassitude envers un personnage et un idéal aussi, hein, qui n'est pas le même. Et sachant que ces deux sentiments peuvent tout à fait coexister chez la même personne. C'est un sentiment qui est partagé finalement par tous les spécialistes ou les amateurs d'un domaine en question quand celui-ci est employé dans de la culture populaire. Un historien, vous allez le coller devant Troie, il est très probable qu'il enlève la petite protection des piles de la télécommande pour essayer de s'ouvrir les veines avec, ou d'avaler les piles directement en espérant que le mercure et le lithium à l'intérieur fassent son office. Est-ce qu'il y a du mercure dans les piles? Je ne crois pas, je vous raconte des âneries. Bref, vous avez compris. Si vous mettez un architecte devant la maison sur l'océan, il y a de fortes chances pour qu'il se jette par la fenêtre en espérant tomber la tête la première. Si vous mettez un psychiatre devant Seven, il y a aussi de fortes chances pour que lui-même entame une thérapie avec un confrère pendant quelques années. On est tout à fait d'accord que la pop culture n'est jamais représentative totalement de ce qu'elle présente. Ça, c'est un autre débat qui est assez pour, qui est assez contre. C'est pas l'idée, mais on peut quand même se demander pourquoi, en fait. Du coup, pourquoi est-ce que si on aime rêver, si on aime admirer des choses, les maisons des sorcières, leurs grimoires, les miracles qu'on peut faire, les baguettes magiques, les balais qui volent, etc., alors qu'on sait très bien que tout ça, c'est du flan parisien, pourquoi est-ce que quand on voit du coup une incohérence dans un rituel, tout en sachant que tout ça, c'est encore une fois du flan aux amandes, pourquoi ça nous hérisse? Pourquoi ça nous gêne? Eh bien, sans doute parce que les rituels, eux, sont réels. Ça existe. Alors que tout le reste, voler sur des balais, avoir un chat noir qui parle, les malédictions qui font revenir les gens à la vie sur 28 générations et demie, on le sait, ça n'existe pas. Le rituel qui est présenté à l'écran, très souvent, lui, il est plutôt vraisemblable et il nous renvoie à des choses qu'on maîtrise bien et qui existent bien. Ça, c'est pas assez gros pour être pardonné. Le reste est très gros, donc le reste, ça tombe finalement dans ce qu'on appelle la crédulité consentie, alors que le rituel, lui, eh ben, ça fait partie de ce qu'on fait, et ça fait partie de notre quotidien de sorcier et de sorcière. Ça, on le sait. Du coup, quand on voit une erreur dans ce genre de choses, eh ben, c'est plus de la fiction, c'est vraiment de l'erreur. Et ça peut nous mettre un petit peu la rate au courbouillon pour réemployer une magnifique expression tout à fait dans l'air du temps. Oui, je suis une vieille personne, ok, voilà, hein, tout se passe bien. Donc, d'autant qu'en plus, personnellement, je me pose toujours la question, surtout aujourd'hui. Autant je peux pardonner certaines incohérences dans les années 80-90, mais aujourd'hui, avec la facilité de l'accès à l'information, quand on sait que 20 secondes sur Google peuvent nous suffire à trouver une réponse, avec un minimum d'esprit critique, on se demande comment les scénaristes, comment les réalisateurs du film ou de la série, comment les auteurs des ouvrages, comment les compositeurs et les interprètes des chansons ont pu commettre ce genre d'erreur. D'autant qu'on sait très bien qu'il y a certains de ces professionnels qui sont tout à fait capables de faire les choses correctement. Si vous avez vu, là je vais souffrir, le film Le Rituel
de David Bruckner qui est sorti en 2017. Oui, David, c'est pas bien ce que tu as fait. Rien que la bande-annonce suffit à mettre les personnes qui connaissent un minimum les runes en position latérale de sécurité en train de faire des bulles dans leur propre sang. Alors que d'un autre côté, Midsommar, donc d'Ari Aster, on le salue en passant, Harry, bravo, cœur patate avec les doigts sur toi, qui date de 2019, donc 2 ans plus tard, autant dire que l'accès à l'information ne m'est pas changé d'ici là, a fait des vraies recherches et en a fait suffisamment pour offrir une vision qui est plutôt bien foutue des runes, un bon emploi, il y a des symboles qui sont vraiment bien employés, il y a de la recherche, certes c'est de la fiction, certes il a brodé sur des légendes, sur des symboles, sur des choses qui ne sont pas attestées, mais le boulot est fait. Quel repos, quelle tranquillité. On voit la même chose avec les films sur l'histoire, avec les... Enfin, moi je parle surtout des films parce qu'on a cet aspect visuel, mais on voit des cohérences et des incohérences assez facilement dans des œuvres qui sont pourtant similaires et contemporaines. Alors on va pas se leurrer. La pop culture, elle est importante pour nous, pas tellement pour ça, mais surtout parce qu'elle inspire nos pratiques. Parce qu'elle offre parfois un moyen d'introduire ce qu'on est, d'introduire ce qu'on fait, pour entamer la discussion avec des gens qui ne connaissent pas du tout notre univers. Alors évidemment, ça va être un petit peu compliqué de vous présenter avec Midsommar, parce que bon, ça risque d'effrayer un petit peu, surtout sur la personne en face de vous, approche des 70 ans. Mais on a des films comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, Practical Magic, Les Ensorceleuses ou The Craft, donc Dangereuse Alliance, qui sont quand même assez cohérents. Niveau magie, bon, il y a plein de fiction, mais c'est quand même pas trop mal foutu. Et là, je rappelle qu'on est dans les années 90, donc on pouvait faire des recherches. Peuvent être quand même un bon point de départ pour entamer la discussion quand on a envie de sortir du placard à balai. Donc, alors que des films qui sont explosés comme Le Rituel, comme Ouija, ce film atroce sur le spiritisme, ça, vous allez mettre votre interlocuteur en position de fuite directement. Il va sentir le vent, il va se dire où est-ce que je vais me mettre pour que mon odeur ne lui parvienne pas, sa vision n'est sensible qu'au mouvement ne bougeait plus. C'est mal barré, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut faire râler ce genre de choses et que ça peut mettre dans une position un petit peu délicate. D'un autre côté, quand on voit certains rituels à l'écran, on va pas se mentir, ça donne envie d'essayer, juste pour voir, ou pour s'en inspirer, pour pimper sa magie, ça redonne de l'inspiration, ça fait rêver, ça donne envie. On va pas évidemment le dire comme ça, on va peut-être avoir peur d'être futile, de pas être légitime dans ce qu'on fait, d'être un peu dans le fan service, un peu schlag, mais on l'a tous fait. Si, arrêtez, vous l'avez fait. Et c'est pas grave, et c'est normal en fait. Et c'est pas idiot, et c'est pas superficiel non plus, c'est pas futile. Ça peut être aussi un point d'inspiration pour notre pratique. Ça va nous pousser à faire plein de choses. Déjà à réveiller certaines choses, à tester des trucs qu'on n'aurait pas forcément testés sans ça. Parce qu'on a tous tendance à rester dans notre zone de connu, parce qu'on la connaît. C'est QFD. Ça peut aussi nous demander de réfléchir, de nous demander si ce rituel, il est finalement, s'il tient la route ou pas, à l'analyser, le décortiquer, l'adapter, le tester, le modifier. Et ça, c'est des choses qu'on a parfois tendance à laisser de côté dans notre pratique, puisqu'on va aller directement vers ce qu'on connaît, et finalement, on va peut-être pas faire ce travail de réflexion et d'analyse qu'on va faire quand on a envie de s'inspirer d'une œuvre qu'on sait être fictionnelle. Alors, si on a envie de faire ça, et bien comment on fait? Alors, on s'assoit et on commence par penser. Par se poser quelques questions. Parce que oui, nous aimons penser ici, nous aimons nous poser des questions, nous aimons ne rien faire en fixant le vide avec un air profond. Bref. Première étape, on va se demander pourquoi on est attiré par ce sortilège-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de le refaire? Qu'est-ce qui peut nous donner envie de faire ce genre de choses dans notre quotidien? On va prendre un exemple qui est un rituel de Charmed. Voilà, je vous donne cet exemple-là parce que moi j'ai eu envie de le refaire, qui est ce rituel que l'on retrouve dans le premier épisode de la saison 4,
Oui, tout à fait. Premier épisode de la saison 4 de Charmed, je parle du vrai Charmed, dans les années 90-2000, avec Shannon Doherty. Petit ange parti trop tôt, n'est-ce pas? On a une pensée très émue pour elle. Avec Holly Marie Combs, avec Alyssa Milano et Rose McGowan. Tout ce qui est allé après est un traumatisme bien enfoui. Je suis désolée si vous avez aimé ce remake, mais bon, bref. Il n'aurait pas fallu qu'il ait ce titre-là. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc je parle de cette série-là. Dans ce premier épisode de la saison 4, on assiste aux funérailles donc de la sœur aînée dans les 3 premières saisons, Prue, qui vient de se faire assassiner par un démon, et celle qui est devenue la sœur aînée par ce concours de circonstances, Piper, qui était jusque-là la sœur cadette, performe un rituel pour appeler une sorcière perdue, dans l'espoir de ramener sa sœur d'entre les morts. Ce rituel va avoir une conséquence un petit peu inattendue, puisqu'au lieu de rappeler sa sœur, qui est morte et bien morte, elle va appeler une demi-sœur sortie de derrière les fagots d'un twist extraordinaire de la part des scénaristes qui ont bien dû justifier le départ de Shannon Doherty de cette façon-là, et donc va appeler une sorcière qui avait été perdue dans un autre sens. Ce rituel-là, il m'avait beaucoup tenté parce que, pour une fois, c'était un rituel qui ressemblait vraiment au rituel de sorcellerie qu'on retrouve dans la sorcellerie traditionnelle. Généralement, dans le Charmed, on se contente d'une formule ou alors d'une potion avec des ingrédients très fantaisistes et qui ne sont pas spécifiés. Là, on avait des choses qui étaient extrêmement tangibles. On avait du romarin, on avait, je me rappelle plus exactement quels ingrédients, du cyprès, je crois. Cyprès, romarin, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment quelque chose qui ressemblait à ce que je faisais, moi, dans mes tambouilles sorcières. En plus, je m'étais dit, appeler une sorcière perdue, étant moi-même un peu seule dans ma pratique, ayant envie de pratiquer avec d'autres gens, parce que là encore, on nous montrait une pratique en groupe, en trio, j'avais envie de ça moi aussi, je m'étais dit, bah tiens, pourquoi je n'essaierais pas de reproduire ce rituel de façon à appeler autour de moi, pourquoi pas d'autres pratiquants, pratiquantes qui auraient envie de pratiquer avec quelqu'un d'autre et qui se sentirait aussi un peu seul, un peu perdu. Ce rituel nous attire parce que il nous ressemble finalement. On est relativement peu nombreux, peu nombreuses. On a souvent envie de pratiquer à plusieurs, de partager ça avec d'autres personnes. On a envie de pouvoir en discuter, de pouvoir partager des rituels, partager des doutes, partager des recherches. C'est assez joli, c'est assez simple à mettre en place et ça nous montre que, eh bien, la magie peut dépasser nos attentes et que le destin, peut nous réserver quelques surprises qu'on n'avait pas du tout anticipées, alors qu'on cherchait à avoir un résultat peut-être un petit peu trop intangible et qu'on va nous donner quelque chose qui est finalement un peu plus réaliste. Donc ce rituel, je l'ai toujours trouvé intéressant. Deuxième étape, on va analyser ça. On va étudier ce rituel, ce sortilège dans les détails pour essayer de comprendre en fait comment il est conçu et comment on va le reproduire. La plupart du temps, les sortilèges de magie, ils sont articulés autour de 3 grands moments, 3 grandes étapes. Un appel des forces qu'on va mettre en branle, qui sont soit des forces extérieures, des divinités, des énergies, des entités, etc., soit des forces intérieures, donc qui viennent de nous. Une déclaration d'intention pendant laquelle on va formuler notre volonté pour la matérialiser dans le monde concret. Donc c'est généralement ce qu'on appelle le cœur du rituel, c'est en fait son accomplissement. Et enfin, un renvoi des énergies qu'on a mises à l'œuvre pour qu'elles aillent faire leur travail là où on a envie qu'elles bossent. Si le rituel que vous avez dans votre élément de pop culture, que ce soit un livre, un film, une série, une BD, une chanson, ne respecte pas ces 3 étapes-là, généralement, va falloir faire en sorte qu'il le fasse. Va falloir ajuster. Très souvent, on va nous montrer la déclaration d'intention, la première étape. Assez souvent, la première, elle y est aussi. Si on a envie d'appeler les énergies, etc. Par contre, la troisième, la plupart du temps, elle disparaît. C'est un petit peu dommage. Donc, essayez de repérer ces différentes phases. Essayez de voir quelles paroles sont accomplies à chacune, quels gestes, quels ingrédients rentrent en usage. Et essayez de comprendre pourquoi on les a mis là, pourquoi on les a mis à ce moment-là, à quoi ils servent. Et est-ce que ça vous semble pertinent?
Donc pour reprendre notre exemple avec le sortilège de Charmed, on a donc Piper qui est dans son grenier avec tout son matériel étalé devant elle, c'est mieux avec la liaison, qui place dans le chaudron. Alors il y a déjà des choses dedans, donc on imagine que le rituel n'était pas, on n'est pas arrivé au tout début. Elle place des herbes en récitant une incantation et elle y met une goutte de son sang. Donc elle place des herbes qui vont sans doute être en écho avec ce qu'elle veut faire. Le romarin, c'est la mémoire. Le cyprès est associé au défunt. Du coup, c'est plutôt cohérent avec le fait de ressusciter sa sœur. Et son sang, bien entendu, va appeler sa sœur, puisqu'elle partage son ADN, enfin, du moins une partie. Finalement, c'est plutôt cohérent. Elle le met dans un chaudron. Le chaudron, on sait très bien qu'il y a des échos de renaissance. Il y a pas mal de mythes qui font du chaudron un élément de renaissance. On peut par exemple penser au chaudron du Dagda dans la mythologie celte, où on y plonge des guerriers morts au combat à condition qu'ils aient encore leur tête. Et ils en ressortent vivants et frais comme des gardons, prêts à repartir, croiser le fer sur le champ de bataille, en frétillant allègrement de la côte de maille. On a pas mal de choses comme ça. On a des chaudrons dans lesquels on va faire surgir la poésie dans la mythologie nordique, donc on a l'idée de faire naître quelque chose. On a des chaudrons, le chaudron de Keridwen qui est le chaudron de la sagesse. Bref, on sait que le chaudron fait sortir des choses, il les fait venir à la vie. Du coup, pour ressusciter sa sœur, c'est pas une mauvaise idée au final. Comme quoi, Charmed, ça lui arrive de réfléchir. Et donc, en revanche, on n'a absolument aucune trace de l'invocation des forces, même si elle les évoque dans le sortilège, et on n'a aucune trace de la libération. Elle fait juste couler son sang à l'intérieur du chaudron et il ne se passe plus rien. Du coup, il va falloir broder un petit peu là-dessus, se demander vers quelle force on peut se tourner, comment on peut les appeler, et comment est-ce qu'on peut libérer finalement les énergies. En gros, qu'est-ce qu'on fait du contenu du chaudron une fois qu'on a réalisé le rituel? On ne va pas laisser ça en place, on se doute bien qu'il va falloir faire quelque chose. Là, puisqu'on est dans l'optique d'appeler des choses autour de nous, on pourrait tout à fait envisager de faire appel à des forces de communication, donc à des esprits, des entités, des divinités qui vont être liées à l'air, au message. Mercure Hermès, par exemple, ça peut être une bonne idée, ou les sylphes, par exemple, qui sont les élémentaux de l'air et qui sont liés aussi à la communication. On peut tout à fait imaginer, si on n'a pas envie de faire appel à des divinités ou à des esprits, avoir l'image d'un pigeon voyageur qui va envoyer un message, qui va délivrer une information autour de nous. On peut faire appel au vent, on peut faire appel à la voix, bref, on peut faire appel à toutes ces choses qui ont trait à la communication, à l'élément air. Et pour ce qui est ensuite de relâcher les énergies, on peut se dire qu'on va brûler le contenu du chaudron pour le réduire en cendres et disperser les cendres aux quatre vents pour que, en s'éparpillant tout autour de nous, elles puissent trouver la personne ou les personnes que l'on cherche à contacter par ce biais. Donc, ça peut être quelque chose d'assez cohérent à faire et finalement assez facile à mettre en place une fois qu'on y a un petit peu réfléchi. Troisième étape, on adapte. Une fois qu'on a effectué tous ces travaux-là, qu'on a réfléchi au pourquoi du comment, à la cohérence des éléments et aux étapes du rituel, on va se demander comment est-ce qu'on transpose ce rituel qui est fictif en un rituel réel. Alors là, pour notre exemple, c'est assez simple parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est un rituel qui est relativement réaliste. Mettre des plantes dans un chaudron avec une goutte de sang, voilà, on n'est pas non plus dans de la fiction qui va demander de faire appel à Weta Workshop, on va pas se mentir. Par contre, si on a des rituels qui sont beaucoup plus spectaculaires et qui font appel à des effets spéciaux ou à de nombreuses ellipses qui ne nous permettent pas d'en avoir tous les tenants et les aboutissants, va falloir faire comme avec l'ADN de dinosaure dans Jurassic Park, aller combler avec de l'ADN de grenouille pour adapter la chose et faire un dinosaure viable. Parce que la vie trouve toujours un chemin. Bonjour John. Bref, désolé encore pour cette référence de vieille personne. Mais il va falloir aussi corriger les erreurs s'il y en a, remplacer les ingrédients qui ne conviennent pas ou qui sont trop fantaisistes si jamais on est dans une fiction complète. Bref, là, en fait, la grosse difficulté qu'on a avec ce rituel-là, ça va être de finalement trouver une adaptation correcte pour avoir notre première phase d'appel des forces et notre dernière phase de
libération ou relâchement des énergies. Donc, en particulier, si vous avez envie de disperser des cendres, ça peut vous demander un petit coup de main. Faites attention de ne pas avoir un retour de vent. Parce que se prendre des cendres dans la figure, c'est jamais super agréable. Est-ce que c'est du vécu? Absolument. Voilà, donc il faut choisir. C'est une erreur qu'on ne fait qu'une fois, hein, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est une leçon. Donc, dans ces cas-là, si on essaye de trouver des petites parades, on peut par exemple rajouter des ingrédients. Par exemple, là, pour notre rituel, le cyprès, l'association à la mort, on n'a personne à ramener d'entre les morts. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est prendre plutôt une plante qui va avoir soit un lien avec la spiritualité, un emblème de la sorcellerie. Donc, par exemple, choisissez pour vous la plante sorcière par excellence. Ça peut être la mandragore, par exemple, si jamais vous arrivez à mettre la main dessus. Si vous habitez dans le sud, c'est pas si difficile que ça. On se tourne vers les botanistes et les pépiniers. Des fois, ils en ont quelques-uns. Ça peut être la jusquiame, ça peut être la ciguë, ça peut être le datura, ça peut être la digitale, ça peut être toutes ces plantes qui ressemblent, qui sont familières de la pharmacopée sorcière. Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être un symbole aussi qu'on va dessiner. Ça peut être le genêt pour le balai, par exemple. Bref, vous avez compris l'idée. Ça peut être votre plante emblématique, celle qui représente votre pratique. Et vous pouvez avoir tout à fait envie d'en incorporer d'autres qui vous sembleront propices également. Si vous avez envie de créer un coven, eh bien pourquoi pas mettre une plante qui va être une plante liante, comme le lierre par exemple, hein, qui sont des plantes qui attachent les choses entre elles et qui peuvent donner l'idée de créer un attachement. Voilà, ça peut être des petites choses. Si vous êtes là encore gêné avec l'idée du sang, puisque finalement vous n'allez pas forcément chercher quelqu'un du même sang que vous, en théorie, vous pouvez tout à fait employer quelque chose d'autre. Par exemple, dans ces cas-là, on va puiser dans la mythologie nordique, on va se servir du mythe de Kvasir, par exemple, et on peut utiliser la salive. Donc là, on est encore dans l'idée de communication, puisque quand on parle, eh bien, on utilise de la salive. Oui, sinon ça ferait un vieux bruit de papier, vous savez, de papier abrasif, là, ce serait très désagréable. Donc oui, on utilise de la salive quand on parle, donc pourquoi pas, si on a envie de rencontrer des gens avec lesquels parler, utiliser notre salive. Ah oui, cracher dans son chaudron, c'est pas forcément le moment le plus glamour dans votre vie, mais dites-vous que c'est comme ça qu'est née la poésie. Tous les dieux ont craché dans un chaudron, dans lequel ils s'étaient préalablement mouchés et lavé les mains. C'est une autre culture. Bref, toujours est-il que voilà, on peut adapter, on peut ajuster, on peut rajouter, enlever des choses pour que ça colle mieux. Et enfin vient la meilleure des étapes, la meilleure de toutes, et l'expérimentation. Là, on met les mains à la pâte et on essaye. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de garder une trace tangible, de préférence écrite, de ce que vous avez fait, de tout votre processus de recherche, de réflexion, d'adaptation, etc., de correction, du déroulé du rituel ou du sortilège que vous allez mettre en place et des éventuels résultats, parce que vous allez peut-être devoir l'ajuster ensuite, peut-être que ce ne sera pas un one-shot et qu'il ne fonctionnera pas du premier coup. Donc si jamais vous avez un journal, si jamais vous avez un livre des ombres dans lequel vous faites ce genre de choses, ou que vous avez une super mémoire photographique, n'hésitez pas à justement vous servir de ces outils-là. Parce que l'idée, ça va être d'y revenir quelques temps plus tard pour voir ce que ça a donné. Parce que finalement, c'est une expérience, donc c'est bien de pouvoir y revenir pour voir un peu les résultats. Donc notez le moment de la journée, de la semaine, de la phase de la lune, de la saison que vous avez choisi. Notez l'endroit que vous avez choisi. Notez, pourquoi pas, la météo ce jour-là, le temps qu'il faisait, l'heure à laquelle vous avez performé ce rituel, si jamais vous utilisez les heures planétaires ou simplement la symbolique des différentes phases de la journée. Votre forme physique, votre état d'esprit. Bref, notez le maximum de détails possible parce que ça peut vous aider à voir plus tard ce qui a pu échouer ou au contraire ce qui a pu réussir. Hein. Et si jamais ça marche pas, ne vous arrêtez pas là. Au contraire, voyez ça comme un défi. Essayez de reprendre tout ça, de voir ce qui a pu ne pas fonctionner et vous dire bon voilà, ça n'a pas marché. Oui, alors j'ai fait ce sortilège pour appeler une sorcière perdue, mais je l'ai fait en lune décroissante. Le problème c'est que la lune décroissante, il y a une idée de bannissement. Si je le refais en lune croissante avec une idée d'attraction, peut-être que ça peut mieux fonctionner. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on ne peut finalement juger qu'après coup, hein, pour apporter les ajustements, les adaptations, les corrections, les modifications nécessaires
pour tenter de nouveau si jamais vous vous rendez compte que vous avez toujours envie. Et surtout, ne vous sentez pas ridicule. Ne vous sentez pas illégitime, ne vous sentez pas nul, ne vous sentez pas stupide de vous inspirer d'un rituel issu de la pop culture pour votre magie. À votre avis, les rituels de la pop culture, ils viennent d'où? Eh ben oui, ils viennent de ce que l'on sait de la sorcellerie, ils viennent de ce que l'on sait des pratiques magiques. Généralement, ils viennent des bouquins de sorcellerie, ou des traces archéologiques, ou de l'histoire, comme dans le cas de Midsommar, où on a des références à certaines découvertes. Ils viennent de choses qui sont bel et bien tangibles. Dans la série Rome, par exemple, on a une scène avec l'emploi d'une tablette de défiction qui est directement inspirée des tablettes de défiction de Chamalières dans le Puy-de-Dôme qu'on a retrouvées et qui sont d'authentiques tablettes en plomb qui ont été gravées en caractères 1, 2, 3, qui ont été gravées en langue gauloise, pardon, pour accomplir une véritable malédiction. C'est quelque chose qui a vraiment existé. C'est attesté par l'histoire, on le sait. On en a parlé déjà dans Une année en magie, on avait fait un dossier là-dessus. On avait fait un double dossier d'ailleurs sur les tablettes de défiction. On en avait parlé quand on avait parlé de la chanson Bricktom d'Helvétie, qui est un groupe de métal suisse qui s'est inspiré du texte de la tablette de Chamalières pour cette chanson. D'ailleurs, je vous dis des bêtises, c'est pas Bricktom, c'est Desumisluche. Bricktom, c'est le plomb du Larzac, si ma mémoire est bonne, parce qu'ils se sont servis d'une autre tablette de défiction. On peut penser également au dossier qu'on avait fait aussi quand on avait fait la grande review de l'histoire de la sorcellerie sur la saison 4 et 5 d'Une année en magie. Donc c'est dans la saison 4. On avait parlé justement de la sorcellerie grecque et romaine dans l'Antiquité et on avait fait un gros dossier sur les tablettes de défiction. Donc ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans Une année en magie. Si jamais d'ailleurs vous vous demandez ce qu'est Une année en magie, c'est le sponsor de cette vidéo. Pas du tout. Enfin si, mais bref, non officiel, puisque c'est moi-même qui me sponsorise moi-même, du coup ça marche pas, parce que si on se donne de l'argent à soi-même, du coup on gagne rien. Bref, c'est un programme que je vous propose sur Patreon qui est donc une plateforme de mécénat public sur laquelle vous pouvez me soutenir sur différents paliers en échange d'une contrepartie tous les mois. Donc tous les mois, vous pouvez recevoir jusqu'à un livret d'une centaine de pages, c'est quand même conséquent, et 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de mois tous les mois et vous accompagner dans votre pratique magique en vous donnant plein d'inspiration. On parle de tout, on parle de sorcellerie traditionnelle, de sorcellerie contemporaine, de plantes, de sabbat, de pop culture aussi, on en a abondamment parlé, de mythologie, de cuisine, bref, tout ce qu'il vous faut pour mettre encore plus de magie dans votre mois et vous inspirer presque autant qu'un épisode de Charmed. On essaye, du moins. Bref, donc essayez un petit peu de vous rappeler que tous ces éléments de pop culture ne viennent pas de nulle part, c'est pas sorti claque du chapeau des réalisateurs, ils n'ont rien inventé. Quand le scénariste de Rome a écrit cette scène, on se doute bien qu'il est allé lire des documents sur les tablettes de défiction et sur la tablette de défiction de Chamalières et le plan du Larzac en particulier, parce que ce sont des choses que l'on connaît. Donc, vous inspirer de la pop culture, finalement, c'est vous inspirer des sources de sorcellerie qui ont juste été manipulées et interprétée par le regard de quelqu'un d'autre. Et il se trouve que cette interprétation, quelquefois, même si elle nous éloigne de la vérité première, peut nous inspirer. Et on peut remanier les choses, on peut revenir à l'inspiration première, mais en étant passé par un prisme de rêve, de fiction, d'attraction qui peut nous donner envie de nous intéresser à ce genre de choses. Qui sait, peut-être que cet épisode de Rome a déclenché un regain d'intérêt pour les tablettes de défiction. On n'en sait rien, peut-être que c'est quelque chose qui vous aurait pas tenté plus que ça au premier abord, et que le fait de l'avoir vu dans cette série, ça a pu vous donner envie. Pourquoi pas? Toujours est-il qu'il ne faut surtout pas culpabiliser de ce genre de choses, parce que ça fonctionne très bien, à condition qu'on y réfléchisse et qu'on fasse les choses de manière raisonnable et raisonnée, toujours. Hein. Donc, ne vous fustigez pas avec ça à vous dire que vous êtes nul et que vous êtes illégitime si vous réalisez un rituel que vous avez piqué dans les ensorceleuses. Vous ne savez pas d'où il vient, peut-être qu'il vient d'une source qui est tout à fait sérieuse.
Toujours est-il que si vous prenez le temps de faire les choses correctement et de bien y réfléchir, vous pouvez avoir quelque chose qui va très bien tenir la route. Personnellement, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Je me suis inspirée de nombreuses fois de pop culture. Le plus récent que j'ai fait, c'était pour un rituel qui m'avait été demandé dans Une année en magie, parce que je vous propose aussi ce genre de choses. Dans Une année en magie, vous pouvez m'envoyer des demandes de sortilèges que vous n'arrivez pas à créer ou que vous avez envie de créer, et je vous aide à le faire. Là, récemment, j'ai eu une abonnée qui m'a demandé un sortilège, et je me suis servie d'une méthode de sigil, de pentacle avec un A, qui est extraite donc du manga L'Atelier des sorciers. Et c'est tout à fait cohérent à condition qu'on fasse les choses correctement. Pourquoi? Parce que la mangaka s'est elle-même intéressée au processus de construction des sigils. Elle y a juste apporté sa patte personnelle qui est une vision d'artiste. Et je trouve ça super intéressant. On en avait parlé d'ailleurs de l'Atelier des sorciers dans Une année en magie sous ce prisme-là. Mais je trouve que justement cette vision du sigil de la part d'une artiste graphique, il est super intéressant. Moi, j'ai pas une once de créativité artistique graphique. Je suis nulle en dessin. Mes dessins ont la qualité du travail que pourrait faire une poule avec un pied à coulisses. Mais ça n'existe pas un pied à coulisses, mais vous savez, voilà, vous avez compris. Un trombone à coulisses, c'est mieux. Mais toujours est-il que, du coup, j'avais pas forcément cette image-là en tête, et le fait de l'avoir vue interprétée par une artiste, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup, au contraire, ça peut être une preuve d'ouverture, ça peut être une très grande richesse, et si vous prenez le temps d'analyser et pas juste de reproduire bêtement quelque chose que vous avez vu à l'écran, ça peut au contraire être quelque chose de profondément réfléchi et de très sérieux. Donc, pas de souci de ce côté-là, pardonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les expériences éventuelles que vous pouvez avoir si vous-même vous avez déjà testé des rituels inspirés de la pop culture. Je pense qu'il y a pas mal d'anecdotes que vous pouvez nous raconter si jamais le cœur vous en dit. Si la vidéo vous a plu, laissez-lui un j'aime, un commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être toujours au courant des dernières vidéos, même si je poste généralement toujours les dimanches à 18h, mais quelquefois il y a des vidéos surprises qui peuvent apparaître et il va y avoir très bientôt des shorts qui vont arriver aussi, je vais essayer de m'y mettre. On croise les doigts. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, vous avez le Tipeee qui est accessible, qui vous donne droit à des contreparties plutôt sympas, notamment des dossiers sur les sabbats qui sont extraits d'une année en magie et la participation à un tirage au sort. J'en perds ma voix, c'est l'émotion, tous les 2 mois pour vous permettre de remporter des cadeaux plutôt intéressants. Je vous laisse découvrir ça dans la barre d'infos. Et bien entendu, si vous voulez me soutenir très activement, n'hésitez pas à rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon, où, je vous l'ai dit, vous avez accès à des contenus pour vous inspirer tous les mois et vous accompagner au quotidien. En attendant la prochaine vidéo, prenez un très grand soin de vous. N'hésitez pas à prendre du temps pour chiller en compagnie de votre média préféré, que ce soit un jeu vidéo. Je n'ai pas parlé de jeux vidéo, mais les jeux vidéo aussi, c'est intéressant. Une bande dessinée, un film, une série, un livre, un roman, peu importe. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, amusez-vous et surtout, plus que jamais, restez magique. À très vite. Bye.